Bonjour, bonjour à tous. Je fais une petite vidéo pour vous parler d'un sujet, je pense intéressant là, qui a surgi, on va dire, des élections européennes, qui est la question de l'animalisme. Hein, je pense que l'animalisme, c'est effectivement un sujet là dont il faut parler parce que c'est à la fois un phénomène assez curieux, mais aussi assez inquiétant. Et je vais expliquer pourquoi je considère ça comme quelque chose d'assez inquiétant. Voilà, donc j'ai pas vraiment fait de plan là, mais je vais essayer de partir du fait politique, c'est-à-dire ce score non négligeable du parti animaliste, en tout cas assez surprenant, même si c'est que 2 et quelques pourcents, c'est quand même surprenant de la part d'un parti un petit peu sorti de nulle part, même si je pense qu'il doit exister depuis un certain moment. Hein. J'en avais vaguement entendu parler déjà, je crois qu'ils s'étaient déjà présentés à des législatives, ou en tout cas ils avaient essayé de le faire, mais voilà, j'en suis à la fois pas si étonné que ça, parce que j'ai vu que sur les réseaux sociaux, les animalistes étaient assez présents, notamment les partisans du parti animaliste qui râlaient du fait que le parti animaliste était quasiment pas représenté dans les médias, hein, et à juste titre d'ailleurs, ils ont raison de râler pour ça. Et c'est vrai que j'ai vu que déjà là qu'il y avait un engouement assez important pour le parti animaliste. Après, ça veut rien dire parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui sont partisans de l'UPR, par exemple. C'est pas pour ça que l'UPR fait une percée dans les élections ensuite. Et là, ça a vraiment été concrètement quelque chose d'intéressant. Alors, je vais essayer d'analyser ça, d'analyser la question de l'animalisme, mais là maintenant plus en profondeur. C'est-à-dire que là, j'étais voir un petit peu le programme politique du parti animaliste. J'en ai retenu quelques petites choses, j'ai pris des petites notes, hein, c'est pour ça que je vais pas faire de plan, mais je vais parler à partir de petites notes. Et puis après, je vais aller sur une réflexion plus profonde, c'est-à-dire qu'à chaque fois, je vais prendre un petit peu les principales mesures et aller dans une réflexion plus profonde et vous faire part de mon inquiétude par rapport à ce programme et à cet engouement qui peut exister, qui n'est pas négligeable. Hein, c'est quand même 490 000 personnes, presque 500 000 personnes qui ont voté pour ce parti-là, c'est-à-dire 500 000 personnes. C'est quand même, c'est pas rien, 500 000 personnes, je sais pas moi, c'est 5 fois la ville de Metz, hein, quasiment. Voilà, c'est quand même pas rien. Hein, c'est quand même, c'est une bonne ville, ça, 100 000 habitants, vous voyez. Donc c'est pas rien. Et puis, bon, ce que je voulais dire. Oui, je voulais parler de ça parce que, voilà, déjà le phénomène est quand même pas négligeable, donc il faut en parler et comprendre pourquoi ces 500 000 personnes considèrent que l'animalisme est ce qu'il y a de plus important dans un programme politique. Voilà, ça pose question. Ouais, effectivement, c'est c'est assez curieux et assez inquiétant, je vais expliquer pourquoi. Alors, j'ai été voir le programme de ce parti. Hein. Je vais commencer d'abord par Bon, je vais commencer par dire du bien. Et puis d'abord, je vais prendre une petite précaution oratoire, même si je sais qu'elle sert pas à grand chose, parce que beaucoup de gens, malheureusement, ne prennent pas la peine d'écouter vraiment ce que je veux dire, ne prennent pas la peine d'avoir un petit peu de recul, et commencent à m'insulter dès que je dis une chose qui ne leur plaît pas. Bon voilà, bon après je parle pas des petits cons de 15 ans hein, qui m'ont insulté notamment sur la vidéo que j'ai faite sur Bilal Hassani. J'en ai strictement rien à faire, hein. Bon voilà, ça c'est rien. Par contre, il y a des gens plus âgés, on va dire, plus en principe, qui sont censés avoir un peu plus de bouteilles, on va dire, mais qui ne peuvent pas s'empêcher, voilà, tout simplement parce qu'il y a un problème d'éducation, un problème d'inculture aussi, bref, enfin, on n'est plus capable de débattre sereinement en France, et c'est malheureusement, je le déplore, voilà. C'est pour ça que, bon, moi, j'ai commencé par prendre cette précaution oratoire, même si je sais que beaucoup de gens n'en tiendront pas compte, mais je ne suis pas particulièrement quelqu'un qui défend la violence avec les animaux. Au contraire, moi, comme tout le monde, bon, je vais pas dire que j'aime les animaux. Voilà, j'aime bien, comme tout le monde, quand j'étais petit, vous savez, j'avais des petits livres avec des animaux, j'avais mon album Panini, je collectionnais, j'adorais les mammifères, par exemple. J'ai aussi un beau livre sur les oiseaux, j'adore observer les oiseaux. Bon, je suis pas non plus un grand passionné du monde animal, mais voilà, moi c'est vrai que des fois quand je me mets dehors, je me balade, j'aime beaucoup me balader en forêt, tout ça, j'aime beaucoup. Et j'aime bien observer, même des petites fourmis, j'aime bien les observer de temps en temps. Je vais dans le jardin, je regarde les fourmis, je regarde les insectes, je regarde les oiseaux. Et j'ai une forme comment dire, une forme d'amitié bienveillante envers le monde animal en général, et même le monde végétal. Mais ça s'arrête là, quoi. C'est pas, je peux pas dire qu'il y a de l'amour, en tout cas de l'amour comme je peux avoir pour un autre être humain, vous voyez. Pour moi, il y a une forme de hiérarchisation
dans l'amour, même dans l'amitié d'ailleurs. Voilà, parce que je parle d'amitié bienveillante, mais c'est vraiment très... voilà. Moi j'aime bien, je croise un petit chat, j'aime bien le caresser, j'aime bien... Voilà. Mais, mais voilà, sans plus. C'est-à-dire que j'ai une forme d'affection, voilà, et on peut avoir un affect pour un animal parce que c'est vrai, un être doté de sensibilité. On va revenir d'ailleurs sur le statut juridique de l'animal, parce qu'ils veulent aller assez loin là-dessus. Et c'est vrai que bon, j'ai pas... Voilà, je les aime vite fait, on va dire, voilà, c'est ça, je les aime sans plus. Voilà, j'aime bien les animaux, j'aime bien les voir. Voilà, mais je suis pas non plus, je suis pas non plus un fanatique du monde animal. Je les considère pas comme des êtres humains. Pourtant, c'est vrai que je suis assez fan dans la fiction des animaux anthropomorphes. Hein, par exemple, tenez, j'en ai un là. Voilà. Vous voyez, ça c'est, je mets bien devant la caméra, voilà. Ça c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Gontran Bonheur, le cousin de Donald. Pour ceux qui connaissent un petit peu les bandes dessinées, voilà. Donc ça c'est effectivement, c'est un canard, ce qu'on appelle un canard anthropomorphe. C'est-à-dire c'est un canard qui a été personnifié. On lui a donné, on l'a habillé comme un être humain, hein, avec un chapeau par-dessus, voilà. Et puis, euh, et puis effectivement, il se comporte comme un être humain. Ah, voilà. Donc là, on est dans la personnification. C'est quelque chose qui existe depuis longtemps. Il y a les fables de La Fontaine. Il y a même encore, on peut remonter encore plus loin. D'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de textes, même des textes, on peut aller remonter jusqu'à l'Antiquité, où effectivement, on a imaginé euh, l'animal de manière personnifiée. Voilà, ça c'est un vieux. Bah, d'ailleurs, regardez dans la mythologie, il y a même des espèces de créatures hybrides, etc. Voilà, on a toujours eu ces, ces- ces fantasmes-là, on va dire. Voilà, mais ça reste du fantasme, ça reste de la fiction, et ça s'arrête là. C'est-à-dire que moi, ça m'amuse de voir des canards ou des souris anthropomorphes, mais je vais pas aller jusqu'à considérer que c'est l'égal de l'homme. Un animal, ça reste un animal. Voilà, c'est. Et bon, moi, il y a une hiérarchie à avoir. Voilà, donc ça, c'est pour expliciter ma position par rapport à mon propre rapport à l'animal, avant de, voilà, avant de bien décortiquer c'est le programme qui est présent. Alors, je vais pas décortiquer le programme en entier, parce que ça serait trop long, hein, parce que c'est vrai que je reconnais en tout cas une chose, pareil, un point positif, c'est qu'au moins ce parti-là, un parti très détaillé et très concret. Hein. Il y a des mesures assez concrètes. Bon, après, c'est beaucoup de questions de principe aussi, mais je veux dire, c'est assez détaillé, un vrai programme assez détaillé. On voit bien quelle est l'orientation, quels sont les enjeux, etc. Ça là-dessus, je reconnais que c'est assez clair. Quand on va sur leur site, c'est assez clair. D'ailleurs, ils ont un site qui est pas mal, je trouve qu'il est assez simple. Par contre, le premier... bon, je vais pas faire le reproche tout de suite, hein, j'ai commencé à dire des choses bien. Alors, dans le programme globalement, hein, j'ai commencé à parler globalement, euh, je trouve que leur programme, bon, qui est essentiellement, en réalité, contrairement à ce que j'ai pu entendre, parce qu'on m'a dit que c'était pas que sur les animaux et tout ça, bah, bah si, il y a une grande partie effectivement qui est centrée sur les questions animales et qui s'inscrit dans une problématique plus globale environnementale. C'est vrai que c'est un parti écolo, quoi, on va dire, voilà, en gros. Et c'est vrai que le programme environnemental, en réalité, on le retrouve un peu dans tous les partis qui se réclament un petit peu de cette écologie, on va dire New Age, hein, voilà. Donc là-dessus, c'est pas exclusif, quoi. Ils ont rien inventé, hein, de ce point de vue-là. Par contre, c'est vrai que sur l'animalisme, peut-être ils vont un petit peu plus loin. Mais sur la question environnementale en général, bon, il n'y a rien d'original par rapport à ce qu'on peut trouver ailleurs. Hein. Voilà, c'est des idées qui avancent depuis longtemps, qui sont défendues par beaucoup d'organisations, de l'extrême gauche à l'extrême droite. Voilà, on retrouve un peu ces choses-là. C'est par exemple, alors, là-dessus, effectivement, ce programme environnemental, il est plutôt bon globalement. Moi, je trouve plein de bon sens. Et oui, il va dans le bon sens dans la mesure où il lutte contre les élevages intensifs, les élevages vraiment où les poulets sont entassés, là, enfin, des trucs absolument horribles, les conditions d'abattage, etc. Bon, tout ça, c'est intéressant. Et en plus, ce que je trouve bien quand même, c'est qu'ils ne font pas je dirais de véganisme radical. C'est-à-dire que ils défendent le fait de manger moins de viande, ce qui peut être bon pour l'environnement et pour notre propre santé. C'est vrai que diminuer notre consommation de viande, on va dire, en train d'être enfin, c'est en voie d'acquisition universelle, voilà, qu'il faut manger, diminuer notre consommation de viande. C'est bon pour la planète et bon pour notre propre corps. Ça là-dessus, je conteste pas, c'est bien. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous incite à manger moins de viande sans faire non plus du véganisme forcené. Bon, après, il y a un bémol à mettre quand même, c'est que, attention, à trop vouloir
comment dire, inciter à ne pas manger de viande, on risque, voilà, d'aller vers des gens. Vous savez, les gens sont souvent binaires, hein, c'est tout ou rien, hein. Et le problème, c'est que vous allez avoir des gens qui, à force, vont dire, bon, bah, si on nous dit que la viande, c'est pas bon, qu'il faut être végétarien, bah, autant être végétarien à fond. Et ça peut créer des carences graves chez des gens qui n'ont pas forcément, on va dire, la génétique, la constitution, pour pouvoir se passer de viande. On le voit souvent, il y a des problèmes de carences graves chez des végétariens, notamment, par exemple, beaucoup chez les Allemands, là, j'invite à regarder un petit peu les vidéos de Delavier sur ces sujets-là, il explique très bien. Voilà, d'ailleurs, je vais faire une vidéo bientôt sur son livre, je fais une petite critique de son livre L'éveil des consciences, que je trouve vraiment, pour moi, c'est un livre à lire, mais bon, il y a quelques critiques que je peux faire dessus. D'ailleurs, vous allez peut-être voir que par rapport à ce que je vais dire tout à l'heure, il y a des choses sur lesquelles je suis pas tout à fait d'accord. Mais bon, ça je ferai, ça c'est un autre sujet, je ferai une vidéo là-dessus. Voilà, donc effectivement, ça c'est des points positifs que j'ai relevés. Puis il y a aussi la lutte contre le lobbying à Bruxelles. Bon, eux ils le font essentiellement dans un but environnemental, voilà, mais bon, c'est effectivement les mesures qu'ils peuvent prendre contre le lobbying à Bruxelles. Bon, ça va dans le bon sens, voilà. Après, tout cela est intéressant, mais le problème, c'est que pour moi, c'est presque touchant de naïveté, parce que de l'autre côté, il n'y a aucune remise en cause des institutions de l'européenne existantes. Voilà, c'est-à-dire que on ne remet pas du tout en cause les institutions telles qu'elles existent. Par contre, on veut remettre en cause certaines pratiques. Et bon, voilà, je sais pas, vous pouvez pas demander à une pie, pour parler d'animal, tiens d'ailleurs, prendre une métaphore animale, vous pouvez pas demander à une pie voleuse d'arrêter de voler. Hein, c'est sa nature, c'est son essence de voler, vous voyez. Donc là c'est pareil, vous pouvez pas demander à une institution qui a toujours fait du lobbying et qui s'est même créée là-dessus, d'arrêter d'en faire, quoi. Voilà, donc à un moment donné, faut aller plus loin, quoi, dans la réflexion là-dessus, hein. Je pense que c'est un peu contradictoire tout ça, hein, mais bon. Bah, c'est la principale critique que je ferai. Le problème, c'est que c'est un parti pro-européen et qui pense pouvoir améliorer les conditions animales et environnementales dans le cadre de l'Union européenne, ce qui pour moi semble tout à fait utopique. Mais bon, après ça c'est un positionnement personnel. Alors je vais aller plus loin maintenant sur la question de l'animal et sur ce qu'il proposait. Alors je pense que ça c'est sur le programme européen, mais je pense qu'ils veulent le faire au niveau national, ce qu'ils défendent au niveau national, même international, c'est d'aller vers la création d'un statut juridique de l'animal. Alors là, c'est là que je vais rentrer dans ce qui est inquiétant et dans la critique, voilà. C'est-à-dire que là, créer un statut juridique de l'animal, ça me pose problème. Et il y a même une autre mesure qui va dans le sens de ce que ça me laisse penser, hein. Euh, c'est de vouloir inciter l'ONU à, à créer une déclaration universelle des droits de l'animal. C'est-à-dire exactement sur le modèle de la déclaration universelle des droits de l'homme. Donc on veut créer un statut juridique de l'animal qui est calqué sur celui de l'homme. D'ailleurs, il parle même aussi de faire passer des affaires par que la CJUE, que la Cour de justice de l'Union européenne, se mette à juger des affaires. Enfin bon, je sais pas quelle forme ça peut prendre, mais ça me paraît assez délirant, quoi. Mais bon, après c'est peut-être moi qui comprends pas, qui vois pas comment ça peut être mis en place, mais bon. À partir du moment où on crée un statut juridique de l'animal, bon, c'est-à-dire que l'animal, enfin, il peut être à la fois, il est justiciable. Enfin, vous voyez, pour moi c'est assez, enfin ça ouvre la porte à des trucs assez abracadabrantesque, vous voyez ce que je veux dire? C'est complètement. Enfin bon, enfin, voilà, j'en perds mes mots, quoi. Ouais, alors voilà, qu'on m'explique, quoi. Qu'on m'explique ce que ça veut dire concrètement, parce que pour moi, créer un statut juridique de l'animal tel que c'est présenté là, ça revient à le considérer comme une personne juridique, comme un homme, quoi. Voilà. Alors, je parle de personne juridique, personne c'est un homme, hein, c'est pas un animal. Vous voyez, donc pour moi, c'est peut-être parce que je suis sensible aux mots, parce que je suis, voilà, moi je suis un littéraire, tout ça, donc c'est peut-être ça qui pose problème, mais bon, voilà, j'aimerais comprendre exactement qu'est-ce que ça veut dire tout ça, parce que c'est pas clair du tout, quoi. Pour moi, c'est assez inquiétant. Je vais aller plus loin dans l'inquiétant, justement. Enfin, d'abord, je vais essayer d'expliquer pourquoi je trouve ça inquiétant, déjà là-dessus, hein. Le fait de considérer l'homme ou l'animal comme égal de l'homme,
ça pose un problème philosophique important. C'est-à-dire qu'en réalité, enfin, je n'ai pas connaissance d'une civilisation qui a eu cette idéologie-là, quoi. Voilà, j'ai pas d'exemple en tête, et pourtant des civilisations, j'en ai étudié pas mal, et je ne vois pas une civilisation qui est, alors, si je me trompe, que quelqu'un me le dise en commentaire, hein, s'il connaît une civilisation qui est considérée, je dis bien attention, hein, qui est considérée de manière juridique et durable surtout. Ne me dites pas, je sais pas moi, les Aztèques au moment où Cortés est arrivé, hein. Ça c'est pas un bon exemple, hein, parce que ça c'était une civilisation qui était en fin de vie. Moi je parle d'une civilisation qui de manière durable a considéré l'animal comme l'égal de l'homme. Voilà. Parce que pour moi je suis persuadé que ça n'ait pas existé, parce que pour moi ça n'est pas possible concrètement. Hein, c'est pas possible concrètement qu'on ait ce cas de figure là. Voilà. Donc c'est vrai que c'est assez inquiétant parce que pourrait-il advenir d'une société qui n'a jamais existé? C'est-à-dire que ça n'a jamais existé dans toute l'histoire de l'humanité que l'homme considère l'animal comme son égal. Voyez. Et là, le problème, c'est que là, si on le considère comme un égal juridique, c'est d'un point de vue civilisationnel et philosophique, c'est quand même énorme, quoi. C'est pas rien, hein. Donc je demande aux gens de bien réfléchir là-dessus, bien se poser la question. Y compris tous les gens qui ont voté parti animaliste. Euh, Posez-vous la question déjà de ce que ça veut dire et posez la question au parti animaliste. Hein, voilà, parce que c'est assez, ça va loin quoi quand même, hein, du point de vue éthique. Enfin, c'est assez perturbant, quoi. Voilà, donc c'est sur ce sujet-là. Bon, je vais pas partir dans une longue dissertation sur l'homme et l'animal, hein, mais simplement déjà c'est poser ce genre de questions. Voilà. Vous savez, le problème aussi, c'est qu'on a beaucoup de représentations fausses, hein, j'en ai déjà parlé, je en parle dans mes vidéos coaching, hein, ça fait partie de la base philosophique que j'ai, qui est plutôt hegeliano-marxiste, hein, voilà, c'est-à-dire que, comme Guy Debord, par exemple, qui parlait de la société du spectacle et tout ça, et du faux, de la représentation fausse, et puis de tout aussi ces faux philosophes, hein, qui nous ont vendu, vous savez, par exemple, Hobbes, Hobbes qui nous dit l'homme est un loup pour l'homme, enfin ça c'est, voilà, ça c'est le problème, non, l'homme n'est pas un loup pour l'homme. L'homme n'est l'homme n'est pas un prédateur d'un autre homme. Non. Il l'est de manière symbolique par le capitalisme, etc. Mais fondamentalement, c'est pas le cas, hein. C'est la civilisation qui a créé cette prédation-là, mais l'homme, fondamentalement, l'homme à l'état de nature n'est pas, n'a pas cette logique-là. Voilà. Ça, il faut bien. Voilà, je vais pas rentrer dans les détails, vous expliquer tout ça, mais bon. D'ailleurs, je suis pas d'accord là-dessus, peut-être avec des gens comme Delavier, ou voilà. C'est justement le point de désaccord que je peux avoir. Ça, je l'expliquerai quand je parlerai du livre de Delavier. Euh, J'en viens maintenant à une chose qui est aussi dangereuse. Alors ça, c'est dangereux à long terme, vous voyez. Maintenant, il y a autre chose qui est dangereux à court terme, c'est c'est l'intégrisme anti-religieux et anti-tradition que j'ai pu voir, défendu par ce parti. Et je dis bien le mot intégrisme, il n'est pas choisi par hasard. Parce que de la même manière qu'il y a un intégrisme, il existe un intégrisme religieux, il existe aussi un intégrisme anti-religieux. Je ne dis pas laïque parce que c'est pas la même chose. Par contre, effectivement, l'intégrisme laïque, qui est le fait des francs-maçons, de la franc-maçonnerie, euh, je pense serait plutôt en phase avec cet intégrisme anti-religieux, qui, quoique, parce qu'il y a bon, enfin, je vais pas rentrer dans les détails, hein, mais bon, disons que ce que j'ai lu exactement, c'est que le parti animaliste, donc, c'est assez logique, enfin je m'y attendais, hein, défend l'interdiction carrément, donc de tout ce qui est enfin abattage rituel, c'est-à-dire donc concrètement c'est euh, les rites de l'islam, hein, voilà, qui sont quand même quelque chose de très suivi par les musulmans d'Europe, et du judaïsme, faut pas oublier aussi. Voilà, ça se fait aussi dans le judaïsme. Voilà. Et anti-tradition, en général, alors là évidemment on va parler de la corrida, et j'ai pas. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans le programme, j'ai pas vu le mot corrida. Enfin, si, il est cité en exemple à un moment donné, mais c'est même pas l'interdiction de la corrida en tant que telle, c'est de la tauromachie, ce qui n'est pas la même chose. La corrida est un élément de la tauromachie. La tauromachie, c'est toute la culture qui a autour du taureau, hein, qui vient d'Espagne, mais qui s'est exportée aussi au Portugal, même jusqu'au Mexique, et bien sûr dans le sud de la France. Voilà. Et la tauromachie, c'est pas seulement des corridas, voilà, je vous dis, c'est toute une culture
qu'il y a autour du taureau. Toute une culture qui aujourd'hui est en train d'être tuée, et je vois que c'est bien le problème, parce que j'en ai parlé d'ailleurs, enfin, brièvement, dans mon dernier livre, Commentaires sur l'Espagne d'hier et d'aujourd'hui, où je parle justement de comment les activistes en Espagne sont en train de tuer toute une partie de la culture espagnole qui est liée à la tauromachie, etc., par leur activisme que je trouve intégriste et violent même parfois, euh, pour dénoncer une violence qui est réelle, certes, la violence de la corrida, hein, je ne la nie pas, cette violence. Attention, hein, je ne suis pas en train de vous dire la corrida, tout est formidable dans la corrida. Par contre, je défends la corrida et la tauromachie plus largement en tant que, comment dire, en tant que patrimoine culturel. Alors, moi j'ai une position intermédiaire, si vous voulez, et je n'entends jamais cette position-là, avancée par quiconque, c'est-à-dire que je suis prêt à ce que la corrida évolue vers quelque chose de moins violent, mais tout en gardant le patrimoine, le caractère culturel. Or, il n'est pas question de ça, c'est-à-dire qu'on veut carrément interdire la tauromachie, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de cette culture-là. Et concrètement, ça a déjà donné des résultats, parce que par exemple en Espagne, excusez-moi, en Espagne, vous avez euh, les arènes de Barcelone. Il faut savoir qu'en Catalogne, la corrida est totalement interdite, hein. Il n'y a plus de tauromachie en Catalogne, et ça c'est un grand, pour moi c'est un grand drame. Parce que, et d'ailleurs, ce qui est symbolique, c'est ce que sont devenues les arènes de Barcelone. La dernière fois que j'ai été à Barcelone et que j'ai vu ça, pour moi, c'est vraiment ça veut tout dire, quoi. Et ben, les arènes de Barcelone, n'étant plus utilisées comme, comme espace culturel, sont utilisées aujourd'hui, enfin, ont été reconverties dans un grand centre commercial. Un grand centre commercial urbain où on trouve, vous savez, toutes les grandes enseignes que vous trouvez dans les grands centres commerciaux en centre-ville, hein, voilà. C'est devenu des grands magasins. Voilà, c'est-à-dire d'un lieu où on pratiquait la culture, et pas seulement la tauromachie, hein, c'était aussi par exemple des concerts de musique, etc. Ça sert à ça aussi les arènes, faut pas oublier. Là, ça a été transformé en supermarché, quoi. Voilà. Et ça veut tout dire, hein, quand la culture s'efface pour laisser le marché, et quand vous avez des gens en plus qui ont été complices de ça, c'est-à-dire des gens qui, au nom du bien-être animal, ont permis au marché de s'emparer de cela. Et voilà, je suis pas sûr que les grandes enseignes, hein, que je ne vais pas citer, hein, vous les connaissez toutes, ont une telle, partagent la même préoccupation du monde animal et de l'environnement, hein. Ça c'est pas évident, hein, vous voyez. Pourtant, ces gens-là ont bien été pas victimes, oui, d'une certaine manière, mais surtout ont été complices. Complices peut-être malgré eux, malgré elles, mais elles l'ont été de fait. Voilà. Voilà, donc elles tuent la culture, sont prêtes à tuer la culture au nom du bien-être animal et à aider l'économie de marché à se développer. Alors que cette économie de marché, du, du point de vue environnemental, même globalement, hein, je suis pas sûr qu'on ait. Voilà, c'est peut-être plutôt à ceux-là qu'il faudrait s'attaquer plutôt qu'à ceux qui vont voir des corridas. Enfin bon, bref. Je sais pas si vous avez bien compris mon raisonnement, hein. C'est pas évident parce que venir. Vous êtes en train de dire, oui, en gros, tu défends la corrida. Oui, mais je vous ai dit, moi je suis pour une évolution éventuellement de la corrida plutôt que pour sa disparition pure et simple. Vous voyez. Mais là, on est dans l'intégrisme, c'est interdiction et puis c'est tout. Voilà, donc moi, pour moi, effectivement, c'est une forme d'intégrisme, et ça, je ne cautionne absolument pas, je suis complètement contre cette idée-là. Alors après, j'ai lu d'autres choses encore plus délirantes, quoi, et qui vont aussi dans le sens du marché d'ailleurs, et dans le sens de la société, même dans le sens de la société macroniste que nous avons en France, qui est par exemple l'hyperflicage, j'ai appelé ça comme ça, ah, c'est pas eux, hein, c'est moi qui ai utilisé ce terme-là, l'hyperflicage des individus en contact avec des animaux. Alors concrètement, ça veut dire que dans leur programme, les animalistes défendent euh, le fait de mettre des caméras partout, enfin dans tous les endroits où les hommes sont en contact avec des animaux. Enfin dans le milieu professionnel, hein. C'est-à-dire, alors j'ai vu par exemple mettre des caméras sur les bateaux de pêche. Alors les abattoirs, bon, pourquoi pas, d'accord, les abattoirs, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'histoires avec les abattoirs. Mais je vais en mettre sur les bateaux de pêche, vous me rendez compte? Les pêcheurs qui sont là, avec leurs filets, etc., ils vont avoir des caméras qui vont les surveiller en permanence pour voir ce qui. Voyez, vous imaginez des caméras sur le moindre petit bateau de pêche, quoi. Enfin, c'est ridicule.
enfin ce qui serait plus logique et qui serait plus en phase avec justement tout ce que j'ai vu sur le volet agriculture, contre l'agriculture intensive, etc., eh bien c'est pareil, essayer de réduire la pêche intensive, la pêche industrielle, et revenir à une pêche plus traditionnelle. Il n'y a pas besoin de mettre des caméras dans chaque barque ensuite. Vous voyez, enfin bon, il y a des trucs quand même assez délirants, quoi. Voilà, donc hyperflicage des individus en contact des animaux, hein, voilà. Et puis après j'ai eu aussi, voilà, encourager l'élevage d'insectes dans un but alimentaire, hein. Voilà. Bon, là aussi, hein, voilà. Ça va dans le sens du marché. Pourquoi est-ce qu'on doit bouffer des insectes? Là, soi-disant, c'est bon pour la planète. Non, ça, c'est une arnaque. Bouffer des insectes, déjà, nous ne sommes pas faits pour ça. On n'est pas, physiologiquement, on n'est pas des insectivores, hein, voilà. Euh, la loutre est insectivore, la musaraigne, le hérisson, d'accord? Nous, on n'est pas des musaraignes ou des hérissons, on est des êtres humains, on est omnivores, on n'est pas insectivores. Donc non, ça ne fait pas partie du régime de l'humain. Certes, on mange beaucoup de viande par rapport à nos lointains ancêtres qui génétiquement n'étaient pas habitués à manger autant de viande, hein. C'est vrai parce que c'était pas, il n'y avait pas de supermarché à l'époque, on pouvait en acheter facilement. Voilà, il fallait tuer des mammouths ou des grosses bêtes, mais ça pouvait être assez rare, hein, par certaines époques. Par contre, là non, les insectes, non, les insectes, peut-être les aborigènes d'Australie, oui, ils sont peut-être habitués à manger des insectes, et encore, je sais pas, c'est peut-être une légende, hein, mais nous, non, nous, blancs occidental, non, on n'est pas, ça fait pas partie de notre régime qu'à un moment on a mangé des insectes. Donc je pense pas que ce soit une bonne idée. D'ailleurs, c'est un peu en contradiction avec le végétalisme, non? Enfin bon, voilà, je trouve ça assez curieux. Bon. Et puis alors là, oh, ça c'était le pompon. Là, là quand j'ai vu ça, j'ai dit, c'est pour ça que j'ai arrêté là après de regarder parce que. Alors ils veulent créer, alors si j'ai bien compris, hein, on parle d'assistance médicale et de retraite pour les chevaux. Donc concrètement, ça veut dire, enfin, de financer une assistante médicale et une retraite. Donc concrètement, c'est donner, créer carrément une sécurité sociale et un système de retraite pour les chevaux. Au moment où on est en train de le casser pour les êtres humains. C'est, enfin, je sais pas. Là, on en revient aux problématiques de départ. La question de la hiérarchisation des priorités. Qu'est-ce qui est mieux, défendre une retraite et une sécurité sociale pour les chevaux, ou se battre pour que les êtres humains puissent avoir une retraite et une sécurité sociale décente. Parce que là, ça je l'ai pas vu dans le programme, hein, pour les êtres humains. Par contre, on parle de celle des chevaux. Euh, Comme dirait une grande philosophe actuelle, non mais allô quoi. Voilà. Non mais allô. Euh, Les chevaux, moi j'aime bien les chevaux, il n'y a pas de problème, hein, j'ai pas de souci contre les chevaux. Mais on est là, hein. Je veux dire, nous aussi, la retraite, on en aura plus, hein. Moi, je sais même pas si j'en aurais une, moi, hein, de retraite. Alors bon, à un moment donné, il faut se poser la question, voilà, c'est. Enfin bon, voilà, je reviens. C'est là, je vais aller plus loin sur la réflexion philosophique que tout ça m'inspire globalement. Et c'est bien parce que ça conforte un peu l'idée que j'avais eue après avoir vu ce résultat-là des animalistes. Je suis très inquiet de voir que beaucoup de gens mettent comme priorité la question du bien-être animal. Et pour moi, il y a deux raisons à ça. Soit effectivement c'est un problème de riches, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent, bon, voilà, qui considèrent que nous vivons comme des nababs et que l'homme n'a pas besoin d'améliorer sa condition et que c'est celle de l'animal maintenant qui peut. Maintenant que l'homme a amélioré sa condition, bah, c'est autour de l'animal, quoi, en gros. Ce qui se tient comme raisonnement, hein. Enfin, qui se tiendrait, je dirais. Si c'était le cas, mais c'est pas le cas. Voilà. L'homme a encore beaucoup de choses à améliorer, au contraire, c'est pas acquis pour l'homme. Voilà. Et puis, deuxième raison pour laquelle je vois ça, c'est un manque de culture politique et une ignorance totale. Alors, je suis désolé, je suis peut-être un peu abrupt en disant ça. Je veux pas insulter les gens qui ont voté pour le parti animaliste. J'essaie simplement de comprendre. Euh, je dis pas ça avec mépris, parce que moi j'ai une culture politique, c'est mon parcours qui a voulu ça. Peut-être que dans un autre contexte, j'aurais pas eu cette culture politique, et peut-être que moi-même j'aurais voté animaliste, hein, j'en sais rien, hein. C'est pas impossible. Mais si vous voulez, la culture politique que j'ai, et puis même la culture philosophique plus largement, m'oblige à me dire,
Les animaux, c'est bien gentil, mais il y a la condition de l'homme d'abord, qui est la plus importante, qui est la priorité, sur le plan hiérarchique, c'est la priorité des priorités. Si l'homme n'est plus là, je vous rappelle que l'homme, c'est quand même... Je vous rappelle une différence fondamentale, c'est que l'homme a une conscience. Hein. Certes, l'animal est un être doté de sensibilité, d'accord? Mais il n'est pas conscient de l'être. Voilà. Il a une sensibilité, mais il n'est pas conscient d'avoir cette sensibilité. Il n'est pas conscient d'être... Le chat n'est pas conscient d'être un chat, le chien n'est pas conscient d'être un chien, la souris n'est pas consciente d'être une souris. Par contre, nous, les hommes, sommes conscients de ce que nous sommes, et nous avons conscient d'être au moment présent, comme nous avons conscient d'être au passé et au futur. D'ailleurs, Delavier elle explique ça aussi. Et un des rares animaux qui... alors, il y a certains animaux, d'ailleurs, je crois qu'il n'y a que l'éléphant, je ne sais pas s'il y en a d'autres encore, mais je sais qu'il y a l'éléphant, qui a aussi la conscience... c'est pour ça qu'il a une bonne mémoire. Voilà. Hein, voilà, parce que ce qui n'est pas le cas de la plupart des animaux. Les animaux n'ont pas forcément de conscience du présent, du passé, du futur. Ils vivent et ils vivent instinctivement. C'est-à-dire que ils ne réfléchissent pas à ce qu'ils font, ils ont un instinct qui les pousse à le faire. Et d'ailleurs, nous, on a un petit peu de ça encore dans notre cerveau reptilien, notre cerveau, vous savez, qui vient de notre lointain ancêtre, hein, qui est voilà, qui nous parfois comment dire, suscite chez nous des réactions instinctives, voilà, ou réveille chez nous des réactions instinctives. Et à côté, nous avons le cerveau évolué qui régule tout ça, hein, qui tempère tout ça, qui dit, je sais pas, je vais dire un exemple tout bête, hein, pour que tout le monde comprenne, c'est que par exemple, quand on voit, en tant qu'homme, hein, quand on voit une belle femme dans la rue, on a le cerveau reptilien qui nous dit baise-la, quoi, en gros. Voilà. Et puis, après, on a le cerveau évolué autour qui nous dit non, ça se fait pas. Voilà, tu fais pas ça avec n'importe qui, n'importe quelle femme dans la rue, etc. Voilà, tu vas l'aborder, tu vas essayer de discuter avec elle, l'inviter à boire un verre, enfin, essayer de la draguer, voilà. Mais tu ne te jettes pas sur elle comme un animal, quoi. Voilà. Vous voyez, c'est ça la différence. Voilà, c'est... Voilà, enfin bon, j'essaie d'expliquer simplement, mais je pense qu'il y a pas mal de pédagogie à faire là-dessus pour les gens. Encore une fois, c'est pas... Je dis pas que je suis plus intelligent que les gens qui ont voté animaliste, hein. Je dis simplement que j'ai une culture politique, une culture philosophique que je veux partager pour au moins qu'il y ait des questionnements. Pour posez-vous la question, euh, c'est parce que si vous avez voté pour ce parti-là simplement parce que vous considérez que il faut défendre les animaux, oui, c'est bien gentil. Mais derrière, vous voyez, il y a tout ce que je viens de lister qui quand même pose questionnement, hein. Il y a toute une réflexion philosophique à avoir sur est-ce que l'animal est aussi important que l'homme, voire plus. Parce qu'il y a des gens, effectivement, et je vois beaucoup de discours comme ça sur Internet et autour de moi, j'entends beaucoup de gens qui disent, qui sont dégoûtés de la condition humaine, et ce dégoût-là, pour moi, il n'est pas justifié, parce qu'il est surtout suscité par les médias, par les médias qui n'arrêtent pas d'insister sur tout le négatif, enfin, tout ce qu'il y a de plus dégénéré dans la condition humaine, mais qui n'est pas la condition humaine, qui est sa, 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 sa projection dégénérée actuelle de la civilisation, de toute façon, toute civilisation finit par dégénérer à un moment donné, malheureusement. Je crois que ça prouve l'échec de la civilisation. Je crois que l'histoire, le matérialisme historique prouve l'échec de la civilisation. Voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les trucs trop techniques, mais voilà. Et en réalité, le vrai homme, c'est celui qui a l'état de nature, qui est le plus proche de l'animal, mais qui n'est quand même pas un animal. Hein, ça, parce qu'il a quand même conscience de lui-même. Le problème, il est là, c'est que il faut aujourd'hui retrouver l'équilibre entre cet homme naturel qui est en nous, cet homme reptilien, et puis cet homme civilisé qui malheureusement dégénère facilement. Et il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et c'est un peu tout, c'est un peu la base de réflexion que je propose dans mes coachings d'ailleurs, hein, que ce soit dans n'importe quel domaine. Donc voilà, il faut retrouver une certaine mesure là-dessus et surtout se poser la question. Voilà. Parce que je reviens à l'histoire, j'ai fait un article sur Camino Sereno sur l'affaire Vincent Lambert, et je trouve cette histoire très préoccupante parce que je vois aussi sur les réseaux sociaux, et je vois les chiffres des sondages, etc., je vois que les gens sont majoritairement pour, euh, pour l'euthanasie, parce que cette affaire-là est en train de préparer, il y a déjà un débat sur l'euthanasie qui est en train de se dérouler. Et moi je trouve ça très inquiétant parce que on a un tel mépris de la vie humaine
aujourd'hui en France et même dans l'Occident en général. Et par contre, à côté de ça, on a une montée de la sensibilité à la vie animale. Et du coup, enfin, je suis assez effaré de ça parce que je, je, je- moi, je vois ça avec un regard extérieur et conscient et voilà, je vous le dis honnêtement, ça me fait très peur. Ça me fait vraiment très peur parce que j'ai peur effectivement d'une société où demain, une majorité de gens pourraient considérer que la vie d'un animal serait plus importante que la vie d'un homme. Parce que l'animal, voilà, il fait pas de mal consciemment, etc. Voilà, je sais qu'il y a déjà des gens qui pensent comme ça. Mais ça, penser comme ça, c'est la pire pensée qu'on puisse avoir. C'est la pensée la plus dangereuse, la plus pernicieuse. Enfin, moi, je vous dis mon sentiment, hein. Simplement, hein, voilà. Je vous dis mon sentiment et ma réflexion. Maintenant, libre à chacun de penser ce qu'il veut. Voilà. Mais surtout, ne voyez pas de haine. Encore une fois, je le dis, c'est une critique que je veux objective et constructive de cette montée de l'animalisme, on va l'appeler ça comme ça, qui pour moi m'interroge beaucoup et m'inquiète, effectivement. Donc c'est pour ça que je vais essayer d'apporter cette contribution au débat, pour essayer de poser les vraies questions et surtout donner des arguments pour montrer que ça peut effectivement être inquiétant et ça peut dériver vers des choses, même si ça part d'un bon sentiment, de quelque chose de bienveillant, de dire voilà, on veut sauver les animaux, voilà, parce qu'ils sont maltraités. Bon, d'accord, mais attention, attention aux dérives, attention à ce qu'on défend là, parce que c'est vraiment, je vous le dis, c'est vraiment très inquiétant. Voilà, je vais pas en dire plus, j'espère que j'ai été suffisamment clair. Et voilà, n'hésitez pas à commenter, à me dire en commentaire, alors évitez les insultes, hein, parce que bon, moi je réponds pas aux insultes, je réponds aux commentaires constructifs. Les insultes, j'y réponds pas, hein, voilà, c'est pas la peine, hein. Donc comme ça, voilà, vous savez. Par contre, voilà, si vous avez aimé, pouce vers le haut pour faire monter un petit peu cette vidéo, pour que ce débat aussi prenne de l'ampleur, hein, parce que je pense qu'il est important. Et puis, pour un camp comme pour l'autre d'ailleurs. Et puis voilà, puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à mes vidéos. Allez voir aussi sur caminosereno.fr, vous pouvez avoir accès à mes articles, à mes vidéos gratuites mises en ligne, et puis aussi mes coachings payants, hein. Voilà, donc je prépare là actuellement, alors je vous ai dit que comme dans les européennes, j'ai vu que la thématique, pas seulement animaliste, mais écologique aussi plus largement, a pris de l'importance. Et ben, comme prévu, je vous prépare, d'ailleurs j'avais déjà prévu depuis longtemps, une vidéo sur un nouveau mode de transport que j'ai testé depuis plusieurs mois, qui est le vélo assistance électrique. Voilà, ça je suis en train de préparer ça aussi, voilà, dans lequel j'aurai aussi des vidéos en extérieur, enfin j'aurai des passages en extérieur, ça changera un peu du décor que vous avez là. Voilà, donc n'hésitez pas à aller régulièrement sur ma chaîne pour voir les prochains contenus qui seront disponibles. Il y a des débats très intéressants. Voilà. Et à côté de ça, bon, il y a toujours l'histoire l'histoire mise en scène avec les petits jouets, hein. Ça, je vais continuer à produire de nouveaux épisodes. C'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Je vais essayer de parler aussi dans le cadre des coachings du bac, hein, le bac qui approche à grands pas. Je vais essayer, d'avant les premières épreuves du bac, de produire des petites vidéos courtes méthodologiques pour les élèves qui passent le bac. Voilà. Et puis encore plein d'autres choses. Voilà, j'ai plein d'autres projets en préparation. Donc je vous laisse là pour l'instant et puis je vous dis bonne nuit parce que moi je vais me coucher, il est tard. Au revoir à tous et à bientôt.